Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle accompagnée d'une invitée exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Anne-Océane Bouju, qui est actuellement Project Finance et M&A Analyst au sein de Fingergreen. Dans cette vidéo, on va parler de son parcours scolaire original, peu commun, mais qui l'a mené à être diplômé des Mines de Paris et de l'EDEC. On va également parler de son parcours professionnel, qui est lui aussi original et peu commun, mais rempli d'expériences exceptionnelles comme par exemple un spring, un summer au sein de Deutsche Bank, une expérience au sein de Tikeo et j'en passe. Et dans cette vidéo, elle parlera donc de toutes les décisions qu'elle a effectuées et des raisons qui l'ont poussée à effectuer ces décisions-là. Elle donnera également des conseils pratiques et fera un focus sur la partie spring et summer. Vous l'aurez compris, cette vidéo c'est une véritable mine d'informations pour toutes les personnes qui s'intéressent au secteur de la banque d'affaires et également du Project Finance. C'est la première vidéo d'une série de 3 vidéos qui va sortir justement avec Anne-Océane, qui va être tournée autour de son parcours, autour de son expérience au sein de Fingergreen et autour du Project Finance. Donc si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et à commenter. Voilà, je remercie encore Anne-Océane d'avoir accepté mon invitation et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, bonjour Anne-Océane. Bonjour Hugues. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation d'effectuer cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Donc on a déjà introduit en fait le concept de ces 3 vidéos qui vont sortir sur ma chaîne YouTube en amont et donc commençons directement cette vidéo. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, c'est Anne-Océane. J'étais en master avec Hugues, la 2e année. Et pour faire un peu en bref mon parcours, donc j'ai passé un bac S en 2015. Après, j'ai décidé de partir 1 an au Mexique pour un échange universitaire. Et après, j'ai décidé de commencer une CPGE, donc une classe préparatoire, en MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, Okay. que j'ai arrêté après 7 mois parce que je me suis rendu compte que en fait, je voulais pas devenir ingénieur au final et que j'aimais beaucoup plus le côté business, parler beaucoup de langues, etc. Donc je me suis réorientée au bout de ces 7 mois et j'ai décidé de faire une double licence à Valence, une double licence qui était donc une partie éco-gestion et l'autre partie qui était en LEA, donc langue étrangère appliquée. Okay. Et pendant ces 3 années, du coup, c'était très formateur parce que j'ai eu d'un côté donc les bases de l'économie-gestion, de la comptabilité, le management, etc. Mais aussi de l'autre côté, je pouvais continuer à apprendre mes langues, l'anglais et l'allemand, ce qui me tenait beaucoup à cœur. Grâce à cette double licence, j'ai aussi pu faire du coup ma 3e année à Berlin, en Erasmus. Et parallèlement, pendant ces 3 années de licence aussi, je savais que je voulais intégrer une école de commerce par ce qu'on appelle une voie parallèle. Donc moi, j'ai fait le parcours AST2. Et donc pour ça, il fallait préparer en amont le TOEIC et le TOEJMAJ, chose que j'ai fait pendant du coup ma 2e année et 3e année de licence. Okay. Et en amont, il fallait aussi préparer le dossier, etc., avoir des bonnes notes, écrire une belle lettre de motivation, avoir un CV assez Étoffé. Étoffé, exactement. Et donc j'ai postulé à plusieurs écoles de commerce et j'ai été prise entre autres à l'EDEC. Et lors d'un webinaire du coup que l'EDEC avait organisé, ils nous ont présenté la filière finance que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'aimais beaucoup les maths, tout ce qui était assez quantitatif. Et ça me permettait un peu d'essayer quelque chose que je connaissais pas forcément. Et qui me permettait voilà, toujours d'utiliser mes langues étrangères, mes compétences en mathématiques et aussi une partie business, management. Et si on revient juste un tout petit peu en arrière, oui. Cette volonté de faire une école de commerce suite à ta licence, elle vient d'où? De rencontres que tu as effectuées ou parce que tu as fait une licence économie-gestion justement dans le but des langues de faire une école de commerce? D'où est-ce qu'elle vient cette envie-là de rejoindre une école de commerce? Sincèrement, c'est juste parce que pour moi, c'était la voie quand on voulait faire du commerce qui était logique. Pour avoir beaucoup d'offres de travail après, et pour moi c'était le plus formateur. Attention, je dis pas qu'à la fac ce n'est pas formateur, mais c'était en tout cas moi le parcours qui me parlait le plus, qui me permettait de faire des stages aussi en amont des cours, et qui me permettait aussi d'avoir un réseau, on va dire, grâce à l'école de commerce. Oui, ça te ferme pas de porte, c'est vrai que... Exactement, ça m'ouvrait toutes les portes et j'avais aussi cette vision de je serai avec des étudiants étrangers, donc je pourrais continuer à parler mes langues et ou partir à l'étranger. Bon, Covid est arrivé entre-temps, c'est une autre histoire, mais c'était l'idée en fait pour pouvoir avoir un réseau très international et continuer donc mes expériences. Ok, super, très clair. Donc tu as rejoint l'EDEC.
en M1, donc je crois qu'on était dans la même classe, on a eu des cours On ensemble. a eu quelques cours ensemble, effectivement. Et ensuite, si on avance un petit peu, donc tu étais en Financial Economics. C'est ça. Tu as effectué ta césure. Qu'est-ce que tu as effectué comme stage? Pourquoi? Et puis après, justement, on va aller au fur et à mesure de ton parcours, ce qui t'a amené à ton master et ce que tu fais actuellement. Oui, bien sûr. Donc du coup, déjà pendant ma M1, en fait, j'ai décidé de postuler à ce qu'on appelle les Springs dans les grandes banques. Donc en résumé, c'est une semaine assez intense où on nous présente tous les métiers de la banque et où on a l'occasion de networker avec des gens qui travaillent dans la banque pour connaître le métier et se faire connaître aussi nous. Donc moi, j'ai vraiment vu ça comme une occasion d'apprendre à écrire une lettre de motivation, d'améliorer mon CV et en fait d'un peu tester où est-ce que mon CV passerait et pourquoi en fait. Donc comprendre où étaient mes atouts, mes points faibles pour pouvoir mieux me vendre en entretien. J'ai du coup été prise à 2 sprints chez BlackRock et Deutsche Bank que j'ai effectué. Ça m'a énormément appris. On voit vraiment beaucoup de facettes du métier et on se rend vraiment compte en fait de ce qui se passe sur le terrain. Et du coup après ça je devais postuler pour mes stages donc de césure. Donc sincèrement, en toute honnêteté, j'étais totalement perdue, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais juste très peur de me retrouver en M&A pour les horaires très intenses et tout ce qu'on avait pu me dire en amont, que les commentaires étaient assez secs et que c'était pas très humain. Attention, je dis pas que c'est partout pareil, mais c'est vraiment le feedback qu'on a d'un point de vue extérieur. Donc je vais postuler un peu là où je trouvais et j'ai été prise chez Tikeo, du coup pour ma première partie de césure, dans l'équipe Investment Specialist. Donc en fait c'est une équipe qui travaille beaucoup sur la partie levée de fonds et on vient en support de l'équipe de vente. Donc qui va aller chercher l'argent auprès des investisseurs. Et donc nous, on fait tout le travail en amont de préparer donc, tous les documents marketing qui vont être présentés aux futurs potentiels investisseurs. Et ça arrive aussi qu'on aille en réunion avec donc la personne de l'équipe vente face à l'investisseur s'il y a des besoins un peu plus techniques d'explication de nos outils, nos instruments financiers qu'on avait chez Tikeo. Ok, super intéressant. Et pour une première partie césure, je pense que tu t'es bien débrouillé. Tikeo, c'est un super brand name et en plus, ce qui est top, parce que quand j'étais chez Razeo, j'ai participé aussi à la levée de fonds du fonds dans lequel j'étais, enfin de l'équipe dans laquelle j'étais. Et en fait, quand tu participes à ça, tu comprends vraiment tout l'environnement du fonds de private equity, mais également la partie aussi investissement, parce qu'il faut que tu montres un peu leur track record, ce qu'ils ont effectué. Donc parfois les gens peuvent se dire que la levée de fonds c'est pas forcément comme de l'exécution. Alors c'est pas l'exécution, mais par contre tu développes énormément de compétences qui te permettent de comprendre presque l'exécution et de voir un peu comment ça se passe. Donc ok, super intéressant comme premier stage. Exactement, oui, on voit vraiment le côté plus business, on va dire, comment aller lever des fonds et ce qui après nous aide à comprendre pourquoi est-ce que ce fonds va investir dans telle entreprise et comment le vendre auprès des investisseurs. Et ce qui était aussi très formateur chez Tikeo, c'est qu'en fait je n'étais pas seulement cantonnée à de la dette privée par exemple, mais j'ai vraiment pu voir donc les 4 pans qu'il y a chez Tikeo, donc private equity, dette privée, real estate et capital markets, donc le côté coté. Donc c'était très bien, une vision vraiment d'ensemble de tout ce qu'il y a sur le marché, tout ce qui est possible et donc les avantages et désavantages de chaque instrument financier. Du coup, à la suite de ce stage chez Tikeo, je suis partie en Allemagne parce que je voulais retourner en Allemagne, j'aime beaucoup ce pays. Et j'ai été prise chez Golding Capital Partners. Donc en France, l'équivalent de Golding, ce serait Swen Capital Partners. Donc c'est un fonds de fonds. Donc j'étais toujours côté plutôt levée de fonds. Mais là, j'étais plus dans la préparation de documents donc pour savoir si on investit dans un fonds, nous en tant que fonds de fonds. Donc c'était assez intéressant et en fait ce qui m'a beaucoup plu c'est que chez Golding ils avaient donc de la dette privée, du private equity, de l'impact mais aussi beaucoup d'infrastructures. C'était vraiment leur corps de métier et donc c'est là que j'ai commencé à découvrir ce monde de l'infrastructure et développer l'appétence pour l'appétence exactement pour tout ce qui est financial modeling et comprendre tous les contrats qu'il y a derrière, même si c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, tout était très abstrait. Ça ne m'a pas paru très sexy, on va dire, comme métier, parce que c'est très réglementé. Il y a beaucoup de noms juridiques, etc. Pour être totalement sincère, le premier mois, quand j'ai vu ça, j'ai dit jamais je ferai de l'infrastructure.
Mais au final, j'ai beaucoup aimé ce côté carré et aussi ce côté qu'on pouvait allier la transition énergétique, entre guillemets, et la finance. Et pour moi, c'était vraiment la rencontre des deux mondes la plus possible, et la plus tangible et la plus avancée à ce moment même. Ok, super, super. Et en plus, c'est marrant parce que je disais récemment le fait que les nouvelles générations, dont la nôtre, dans le marché du travail, on cherche à avoir non seulement un salaire, etc., mais avoir du sens dans notre métier. Et là, comme tu dis, justement, pouvoir lier finance et en même temps avoir un impact positif sur la planète, bah, je pense que c'est une source de motivation supplémentaire pour travailler dans ce secteur-là. Donc, ok, top, top. Et donc, tu as fait 6 mois en Allemagne. Alors, j'ai fait 5 mois. 5 mois, ok. Voilà, j'ai fait 5 mois en Allemagne, c'est très bien passé. Et après, du coup, moi, je savais que je partais donc en summer parce que suite à mon spring, suite à mes 2 springs, j'ai eu les 2 offres de summer. Okay. Donc après, en fait, quand on fait un spring, du coup, on est fast-tracké, ce qu'ils disent, pour le dernier round d'entretien. Donc pour accéder au summer, il y a quand même eu une sélection du dernier round. C'était une matinée chez BlackRock et une matinée chez Deutsche Bank. Okay. Où on passe une série de tests, mais ça on y reviendra sur la seconde vidéo qu'on fera. Et donc j'ai eu les 2 offres et j'ai décidé d'aller moi chez Deutsche Bank en banque privée. Voilà, donc du coup ce summer a commencé autour du 20 juin et j'ai fini fin août à Londres, donc cette fois c'était sur place. Et pendant ce summer, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 équipes. Donc la première équipe, j'étais plus côté marché pour développer des instruments financiers. Donc c'est un changement assez drastique par rapport à ce que tu avais fait en césure. Effectivement, un changement assez drastique, mais assez intéressant quand même de voir ce que les investisseurs pouvaient vouloir sur le marché, ce qui fonctionnait et comment justement on mitigeait les risques en fait grâce à plusieurs instruments financiers qu'on allait mettre ensemble. Donc ça restait très intéressant de voir ce qu'il y avait sur le marché. Et par contre, ce que j'ai adoré, du coup, ça a été ma 2e rotation. Donc là, j'ai eu de la chance, et c'est totalement du hasard, d'être mise dans une équipe qui était entre la banque privée et entre la banque d'investissement. Et en fait, donc, notre rôle, c'était de faire un peu le lien, donc plutôt un rôle vente, on va dire. Typiquement, un investisseur privé qui avait beaucoup d'argent et qui avait son entreprise qui voulait faire grossir, donc faire une opération d'LBO, par exemple. Il allait passer par nous pour accéder à la banque d'affaires. Et dans l'autre sens, des fois, la banque d'affaires avait quelques deals plus petits, ce qu'on va dire, qui cherchaient des investisseurs privés qui avaient beaucoup d'argent. Et donc là, nous, on ouvrait notre carnet d'adresses à la banque d'affaires en présentant le deal à notre investisseur très riche. Voilà. Super intéressant. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, et ça m'a permis de continuer à voir ce monde plus commerce et plus structuré, on va dire, de la banque d'affaires, avec beaucoup de challenges, beaucoup de préparation et moins de pitch, moins de commerce oral, mais plus factuel et écrit. Et la grande chance que j'ai eue aussi donc pendant cette 2e rotation, c'est qu'en fait, un des deals en cours était sur l'énergie houlomotrice. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'énergie créée via le mouvement des vagues. Et mon manager de l'époque, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, on va dire, au mois d'août, m'a dit « Je te laisse choisir un deal qu'on a en cours et tu me le pitches. Et on voit si tu serais une bonne banquière privée. » Et moi, je vais te poser des questions que typiquement un investisseur pourrait poser. Et je me suis vraiment prêtée au jeu et j'ai énormément aimé. C'était très intéressant donc de comprendre la technologie, parce qu'il y avait ce côté très ingénieur de comprendre comment est-ce que le mouvement des vagues ça pourrait créer de l'énergie et comment est-ce qu'après on peut transformer ça en argent et le vendre. Je trouvais ça très satisfaisant de voir tout ce qui était possible et je trouvais ça très multitasking, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment tout comprendre, côté technologique, côté finance, les risques liés, côté météorologique aussi. Et donc c'est là que je me suis dit peut-être que dans le monde des énergies, je pourrais avoir ma place et je pourrais commencer à travailler. Et tu as réussi cet exercice-là ? Enfin, les retours étaient positifs ? Le retour était très positif. Alors malheureusement, on n'avait pas accès à tous les documents parce que le deal était dans ses premiers jours. Donc on n'avait pas beaucoup d'informations.
Mais ce qui est ressorti, c'est que j'avais quand même pas mal compris la technologie Ok. et je savais mettre en avant donc les points qu'il fallait mettre en avant. Il y avait une équipe très solide, donc comme souvent dans les énergies, il faut un côté ingénieur, un côté business, donc c'est exactement ce qu'ils avaient. Ok. Ils avaient déjà un petit pipeline et des contrats déjà noués avec certains acteurs assez reconnus du marché. Ok. Donc voilà, c'était un exercice très formateur et via cet exercice, c'est vrai qu'on est amené à se poser nous-mêmes beaucoup de questions sur, on se met dans les deux rôles, donc du côté fondateur, qu'est-ce qu'ils ont voulu créer, pourquoi, et du côté investisseur, comment est-ce que l'investisseur pourrait aider le fondateur à faire grandir son entreprise, etc. En fait, tu dis que c'est de la banque privée, mais c'est quand même, ça se rapproche aussi du conseil, enfin, d'aller dans ce niveau de détail-là et de comprendre l'aspect entrepreneurial et l'aspect aussi purement technique, c'est clairement ce que tu fais en M&A quand tu veux faire un IM, quand tu veux lever des fonds ou vendre une boîte. Donc, ok, c'est ça. Sauf que nous, du coup, alors je veux pas généraliser, mais nous, côté banque privée, ça restait très oral. Ok. C'est-à-dire, il y avait des présentations, mais c'était la banque d'affaires qui les faisait. Ok. Et nous, on devait comprendre dans les grandes lignes ce qui se passait. Ok. Mais s'il fallait rentrer dans les détails de, je sais pas, roulement de BFR, EBITDA, etc., ça, c'est La le banque banquier d'affaires qui allait prendre. C'est une La- bonne introduction à la banque d'affaires, mais ok. Exactement, ça reste pas trop technique, on va dire. Mais si on a envie d'aller dans la technicité, on peut se renseigner et comprendre ce qui se passe. Ok, ok, top. Donc ça, c'est ta césure qui était bien chargée. Donc 6 mois Tikeo, 5 mois Golding. Capital et 2 mois Deutsche chez Bank. Deutsche. Et c'était en Allemagne? Non, c'était à Londres, ok. Deutsche Bank. Les summers, très souvent, c'est à Londres, parce que Ok. c'est vraiment un format, en Europe, je veux dire, c'est un format Oui, qui c'est vrai. convient en fait Au système, au système anglais. Ouais, Après, il y en a quelques-uns, et justement, j'avais postulé à Francfort, ok. mais c'est beaucoup plus rare, et les places sont beaucoup plus limitées, et souvent, ils préfèrent prendre des Les Allemands, Allemands, ouais, parce c'est que même si l'EDEC, c'est un très gros nom, c'est vrai que la barrière que j'ai eue, c'est que moi, en Allemagne, c'était pas forcément très connu. Ça ne leur parlait pas en tout cas, Ok, ouais, je vois. les decks, chose qui est normale. Oui, c'est vrai. Mais ok, césure assez extraordinaire où tu as dû apprendre énormément de choses. Et donc, en fait, là, c'est assez logique le fait que tu aies voulu faire le même master que celui que j'ai effectué avec les mines de Paris. J'imagine qu'avec donc l'aspect infrastructure, impact, enfin tout ce que tu as pu voir au cours de ta césure, tu t'es dit que c'était évident qu'il fallait rajouter une corde à ton arc et comprendre un peu plus les côtés techniques ou peut-être tu as eu un peu plus de mal à comprendre. C'est un peu comme ça que tu as réfléchi pour la choix de ton Master 2? Exactement, c'est-à-dire que tout le côté, enfin, je ne veux pas dire tout, mais le côté finance, donc je l'avais acquis pendant l'année de césure. Les bases, hein, on apprend tous les jours, là-dessus on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que le côté ingénieur et toutes les technologies qui pouvaient exister sur le marché, je ne l'avais pas du tout. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, on va tenter et puis on verra bien. Un peu comme tout mon parcours, c'est-à-dire que je veux vraiment tout essayer, avoir le maximum d'expérience. Et puis, si je suis prise, tant mieux. Si je suis pas prise, c'est que je devais pas être prise. Et donc là, j'ai été prise au double diplôme entre les mines et les decks. Ouais. Et voilà, pendant toute l'année, j'ai pu donc avoir ce côté toujours business grâce à l'EDEC et ce côté plus ingénieur grâce aux mines. Et ce qui m'a amené à avoir des cours de financement de projet. Et je me rappellerai toujours de cette introduction au project finance qu'on avait pu avoir un matin. Et c'est vrai que les interlocuteurs sont arrivés et j'ai tout de suite accroché. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite présenté un Excel avec plein de lignes. C'était Cassib, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Cassib, plein de lignes, plein de formules. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. J'adore Excel. Et je me souviens justement chez Golding, souvent je demandais aux équipes, je leur disais, est-ce que je pourrais voir un Excel, à quoi ça ressemble s'il vous plaît? Et je passais, quand je n'avais pas beaucoup de tâches à faire, je reproduisais moi-même l'Excel de mon côté pour me familiariser avec toutes les formules, parce que c'est vrai que des index match, des VLOOKUP, etc., on n'a pas l'occasion d'en voir tous les jours. Oui, complètement. Et je me permets juste de te couper, c'est que les gens qui nous écoutent peuvent se dire elle est bizarre, aimer ton Excel, c'est pas normal. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute une science derrière Excel et que quand tu maîtrises bien Excel, c'est magnifique à voir. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu maîtrises bien un sport ou je sais pas quoi. Quand tu fais un modèle qui est simple,
qui est bien structuré, où il n'y a pas de bugs, etc., avec les bonnes formules, en fait, c'est de la poésie, quoi. Non, mais c'est... Ah oui, non, mais c'est très beau. Et puis, c'est clé, surtout quand tu travailles dans les métiers comme l'infrastructure. Donc, Bon, après, on va pas se mentir, il faut quand même avoir un petit côté scientifique de base. Oui. Hein. Quelqu'un qui est très littéraire, ça ne va pas du tout lui parler et c'est totalement normal. Mais c'est vrai que c'est comme quand on finit un Lego le matin de Noël et qu'on a réussi à tout monter, ou monter un meuble Ikea par exemple. Ouais, c'est clairement ça. Et puis on voit vraiment, c'est tangible à la fin quand ça fonctionne. On a fait quelque chose. Et donc moi, c'est vraiment ce côté que j'ai aimé. Et surtout quelque chose qu'ils ont dit qui est très vrai, c'est qu'en fait, dès les premières années, on fait direct du modèle. Chose qui n'est pas forcément le cas en M&A, complètement, où on va faire beaucoup de PowerPoint. Chose qui est très bien, moi aussi j'aime bien aussi PowerPoint. Mais avoir ce mixte entre PowerPoint et Excel, je trouvais ça assez sympa. Et puis très stimulant pour moi. Qui aimait vendre, mais qui aimait aussi ce côté carré mon modèle fonctionne et à la fin j'ai un chiffre. Même si on pourra toujours pinailler une valorisation, on peut toujours en parler. C'est assez flexible, c'est assez subjectif. Ce sont des hypothèses, en effet. Exactement. Mais quand le modèle marche, c'est quand même assez formateur. Et donc du coup, suite à cette intervention de Cassib, je me suis dit, je me revois aller sur le job teaser de l'EDEC. Et j'ai marqué Project Finance et sincèrement j'ai vraiment postulé à toutes les offres qu'il y avait. Donc j'ai écrit ma lettre de motivation, je postule, etc. Et donc j'ai été rappelée par quelques-uns, dont Finner Green, où j'ai fait donc 2 entretiens, oui c'est ça, 2 entretiens d'1 heure chacun. En visio, parce que moi j'étais sur Nice pour mes études et Finner Green est basé à Paris. Et premier entretien, c'est extrêmement bien passé. Voilà. C'est du fit où il y avait un peu de technique ou... Alors il y avait un tout petit peu de technique, mais c'était surtout du fit. Voilà, avec les équipes, donc expliquer mon parcours, comment je suis arrivée vers du Project Finance, pourquoi Finner Green, mes motivations quoi, en quelque sorte. Puis un tout petit cas, mais vraiment très très basique. Et donc suite à ce premier entretien, j'ai eu le deuxième entretien où là par contre c'est un cas technique. Donc pendant 1 heure, on fait un cas... En live En live, exactement. Un cas technique. Et après, donc, j'ai eu l'offre de stage de fin d'études qui commençait donc, en juillet. Et j'ai eu la chance de faire ces 6 mois chez Finner Green en stage de fin d'études. Et suite à ces 6 mois, ça a débouché sur un CDI. Au sein de Finner Green. Au sein de Finner Green, toujours la même équipe, continuer sur les mêmes deals et travailler avec les mêmes personnes. Bah écoute, on va pas aller plus loin sur Finner Green parce que justement on va en reparler, mais déjà félicitations pour ton parcours. Merci. Et super intéressant. Alors quand je regardais un petit peu les petits points, il y a 2 questions qui restent entre guillemets à traiter pour cette première vidéo. C'est existe-t-il un parcours classique? La réponse est non, je pense. Mais voilà, avec ton parcours, on le voit très bien. Et la 4e et dernière question, c'était que conseillerais-tu aux étudiants qui justement veulent travailler dans le Project Finance parce que tu as pas mal de gens qui se disent j'ai pas fait mon stage en infra, en M&A pour ma première partie de césure, c'est foutu. Voilà. Est-ce que tu as des conseils ou un conseil à donner justement à toutes les personnes qui sont intéressées par le milieu de l'infra, de Project Finance, tout ça, et qui sont pas perdus mais qui se posent pas mal de questions? Soyez proactifs, posez des questions pendant vos stages, même si vous n'êtes pas en infra, même si demandez à voir des modèles par exemple, comme j'ai pu le faire, et essayez vraiment de tout comprendre de votre côté. Mais sincèrement, le plus important, je pense que c'est d'être proactif, d'être très à l'aise avec Excel et d'aimer ce que vous faites, parce que si vous aimez, vous allez vous renseigner sur le métier en lui-même, et sincèrement, en entretien, ça se sentira que vous êtes vraiment, que vous aimez beaucoup ce que vous faites. Et comme tu l'as bien souligné, non, il n'y a pas de parcours typique. À la fin, c'est vraiment comment vous arriverez à vous vendre en entretien. Comment est-ce que vous aurez créé votre parcours. Donc n'hésitez pas pendant vos stages à commencer à vous orienter vers une voie qui vous intéresse, et peut-être que ce ne sera pas la bonne, donc vous changerez, et petit à petit vous réduirez le champ des possibles et vous arriverez à ce que vous aimez. Donc apprenez à vous connaître et n'hésitez surtout pas à poser des questions aux personnes que vous connaissez, même celles que vous ne connaissez pas sur LinkedIn par exemple, pour comprendre ce qu'est le métier, parce qu'on est tous passés par là et on sait que c'est très abstrait ce qu'est le Project Finance,
Et c'est qu'en posant des questions et en parlant avec des gens qui font ce métier justement qu'on comprend ce qui se passe. Ok, très clair. Et puis je pense que tu es l'exemple parfait de justement tester et en tirer des choses de toutes tes expériences, donc que ça soit en fond de fonds, en levée de fonds. Tu t'es rendu compte que tu avais l'aspect infrastructure que tu aimais. Tu as fait ensuite quelque chose lié à la banque privée, donc ce qui n'est pas forcément du conseil, mais pour autant tu t'es dit, ah mais cette partie-là justement liée au conseil m'intéressait. Et en fait, tu as pris plein de petites briques de toutes tes expériences, tu les as mis ensemble. Et ça t'a donné cette forte appétence pour le Project Finance. Donc, super intéressant, Océane. Merci beaucoup pour cette première vidéo. On va pas trop spoiler pour celle sur Finergreen où tu vas justement nous parler de ce que tu fais au quotidien, des différentes missions et de plein d'autres choses. Donc, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube et rendez-vous sûrement la semaine prochaine pour la partie 2 avec Anne-Océane. À la semaine prochaine. Alors du coup, pour revenir sur l'aspect des springs et des summers, parce que certains d'entre vous peuvent ne pas être familiers avec ces concepts. Donc le spring, ça dure une semaine. On postule aux alentours de septembre pour un spring au mois d'avril, très souvent. Et c'est vraiment une manière de commencer à connaître la banque, ou l'entreprise dans laquelle vous allez effectuer votre spring et de se faire connaître, comme j'ai déjà pu le mentionner. Moi, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité d'apprendre à me vendre en entretien, de monter mon CV, de savoir écrire une lettre de motivation, chose qui n'est pas si simple que ça quand on doit en écrire une par jour et l'adapter à la structure à laquelle on est en train de candidater, ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc dans les processus de recrutement au niveau des springs, ça dépend de chaque entreprise bien sûr, mais généralement on a 3-4 entretiens qui chacun durent une demi-heure et c'est vraiment basé sur du fit. Donc c'est-à-dire que pendant une demi-heure on va parler avec un RH à qui on va expliquer nos motivations, pourquoi on a postulé à telle banque, telle entreprise en particulier, expliquer un peu notre parcours, ce qui nous amène à postuler, ce qu'on aime faire. Donc moi j'ai de la chance de faire beaucoup de violon, donc c'est vrai qu'il y a des entretiens où pendant une demi-heure on a pu parler de violon, c'était très intéressant. Et il y a d'autres entretiens où on a parlé totalement d'autres choses. Par exemple, BlackRock, on a plus parlé d'un autre stage que j'avais pu faire en Allemagne en marketing où je vendais des logiciels SAP. Donc il y avait ce côté technique, un peu plus tech, qui les a beaucoup intéressés. Donc voilà, encore une fois, ça m'a appris pendant les entretiens à, de un, me pitcher, parce que c'est un vrai exercice de savoir pendant 30 secondes, 1 minute se présenter de manière très efficace et pertinente par rapport à notre interlocuteur en face. Et après, de savoir répondre à des questions de manière claire, concise et précise. Donc pendant ces 3-4 entretiens d'une demi-heure, au bout d'une semaine, normalement, on a la réponse de si on a été pris ou non. Et après, on prépare tous les papiers pour partir très souvent en Angleterre, pouvoir faire le spring pendant une semaine où on va apprendre à connaître donc nos autres collègues qui eux aussi ont réussi à décrocher un spring, mais aussi beaucoup de personnes travaillant dans la banque, donc ça va du CEO souvent jusqu'à l'analyste qui lui aussi est passé par un spring et un summer après. Un dernier point aussi sur les springs que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'est vraiment la voie royale en fait pour après déboucher sur un summer. Et on va pas se mentir, c'est sûr que sur le CV, pour décrocher après des stages de césure, ça aide beaucoup de déjà avoir un grand nom. Ça prouve aux futurs recruteurs que on a su se vendre face à ce gros nom. Notre candidature a plu à ce gros nom. Donc une fois qu'on a passé ce spring pendant une semaine, si ça se passe bien, après on nous dit oui ou non, est-ce que l'entreprise accepte de nous fast-tracker vers un summer. Donc moi j'ai eu la chance du coup d'avoir été fast-trackée pour mes deux spring vers un summer. Et donc du coup ce qui veut dire que par rapport aux autres candidats qui n'auraient pas effectué un spring, moi je suis tout de suite arrivée au dernier tour d'entretien. Donc pour les summers, normalement, ça dépend encore une fois des structures, mais on a 4 tours. Donc le premier c'est très souvent avec un RH, donc beaucoup de fit. Le deuxième c'est un peu plus technique, même si sincèrement pour un étudiant français ça reste pas très technique vu qu'on a déjà passé les entretiens pour les césures qui sont la plupart du temps beaucoup plus techniques que ces entretiens pour les summers.
Un troisième entretien, il me semble, qui est encore technique, mais encore une fois, moi, ces 3 entretiens, du coup, je ne les ai pas passés. Et le quatrième tour, c'est ce qu'ils appellent l'assessment center. Donc souvent, ça se déroule sur une matinée et on a 3-4 entretiens différents. Donc 3 d'une demi-heure. Donc encore une fois, RH, un plus technique et un troisième petite étude de cas. Qui est très basé sur donc, le poste auquel on est en train de postuler. Et après, on a donc l'assessment center en groupe. Donc, on a un exercice de groupe avec d'autres candidats qui veulent aussi faire un summer. Et on nous laisse une demi-heure de préparation souvent. Et après, on a une autre demi-heure, il me semble, pour présenter notre projet. Et pendant cette demi-heure de présentation et cette demi-heure de préparation, on est observé par des gens de la banque qui vont essayer de voir en fait qui est-ce qui prend le lead par rapport aux discussions qu'on a avec les autres candidats, qui est-ce qui essaye d'inclure tout le monde, qui est-ce qui est très personnel et qui ne va pas du tout chercher à connaître les autres. Et donc en fait ils regardent vraiment comment est-ce qu'on s'intègre au sein d'un groupe et quel type en fait de team worker on est. Et c'est un exercice, encore une fois, qui est assez dur et qui nécessite qu'on se connaisse vraiment et qu'on s'adapte aussi aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul et chaque fait et geste va être épié. Et typiquement, pour le summer de Deutsche Bank, je me rappellerai toujours, il y a une personne qui avait pris la stratégie d'être en charge du timer. Et c'était une très bonne stratégie, même s'il n'était pas leader, il a su prendre une place, il a su prendre des décisions et ça a été pris de manière très positive par les examinateurs. Et à l'inverse, quelqu'un qui va trop prendre le lead et qui va donner trop d'indications, ça peut être pris de manière négative par les examinateurs parce que cette personne ne va pas vraiment chercher à connaître les autres et à s'adapter à la manière de travailler de chacun. Voilà, donc du coup, suite à tous ces entretiens pour les summers, on a normalement une réponse au bout de, ça varie de 1 semaine à 1 mois. Et si la réponse est positive, on commence le summer entre mi-juin et fin juin pour une durée de 2 voire 2 mois et demi. Et donc le summer, ce qu'on nous dit dès le départ, c'est que c'est à nous de construire notre summer et le but c'est vraiment de networker avec le plus de personnes possible au sein de la banque ou de l'entreprise dans laquelle on fait notre summer. Et donc pour ça, ils cherchent vraiment des futurs leaders, comme ils appellent ça, donc des personnes très proactives qui ne vont pas hésiter à aller parler avec toutes les personnes de la banque. Et donc moi, sincèrement, ma journée typique pendant mon summer, c'était d'aller prendre des cafés avec des gens. Pas que, hein, bien sûr, j'avais aussi des tâches au sein de mes équipes, mais c'était beaucoup me faire connaître, savoir envoyer des mails aux personnes pour me pitcher et leur proposer un café, leur poser des questions pertinentes pour apprendre à connaître leur métier, apprendre à les connaître et en fait tester moi aussi si ce métier pourrait me plaire et pourquoi. Et donc c'est 2 mois très formateurs, on apprend beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes différentes. Moi j'ai beaucoup aimé sincèrement, c'était une expérience un peu hors du commun. Et à la fin de cette expérience, on passe un test. Donc nous, on devait, il me semble, on devait faire une présentation de 1 demi-heure, c'est ça, sur un thème qu'on choisissait nous-mêmes. Et on le présentait face à un jury de 4-5 personnes qui travaillaient dans la banque privée. Donc moi, j'avais pris quelque chose en lien avec le RSE. Il me semble que c'était comment est-ce qu'on peut prendre en compte le RSE dans la thèse d'investissement des investisseurs privés. Et j'ai pris le parti de créer un survey et de le partager à plusieurs personnes de la banque privée et de les interviewer moi-même pour essayer de comprendre en fait quels étaient les retours des investisseurs. Donc parler avec beaucoup de personnes des équipes de vente qui eux étaient en contact quotidien avec les investisseurs pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que recherchaient les investisseurs et comment est-ce que ces personnes côté vente pouvaient les inciter sans les forcer, parce que bien sûr ils n'ont pas le droit de les forcer, mais les inciter
à investir dans des instruments financiers avec des bonnes cotations RSE. Voilà, donc c'était très intéressant. C'était aussi un moyen de connaître les personnes, de parler à beaucoup plus de gens et de comprendre aussi leur métier, de comprendre les investisseurs, le marché. Et donc suite à cette présentation et ces 2 mois de summer où des feedbacks étaient faits au RH chaque mois, il me semble, donc dans chaque équipe, on a ou non une offre de graduate programme, ce qu'ils appellent, donc c'est l'équivalent du CDI en France, qui commencerait à la fin de nos études et durant lesquelles on rentre donc dans le cœur du sujet, dans le cœur du métier. Donc voilà, en résumé, les spring et les summers, c'est vraiment une voie un peu plus directe pour accéder à un CDI et être repéré très très tôt, parce qu'au final on est repéré quand on est en M1, donc 3 ans souvent avant notre année où on aura notre diplôme. Pendant ces 3 années, on reste en lien avec l'entreprise et on continue à avancer dans le process de manière un peu avantagée par rapport aux autres candidats lambda pour arriver à un CDI dans la structure.